derrière l'image, votre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mardi, on accueille l'équipe d'Info Migrants. Charlotte Boitteau, bonjour Charlotte. Bonjour. Vous revenez du nord de la France, dans la région de Dunkerque, où vous êtes allée à la rencontre de ces centaines de migrants qui survivent en périphérie de la ville dans l'attente de leur passage au Royaume-Uni. Pour parler de votre reportage, c'est une tradition. Vous avez donc choisi une photo. C'est celle, on la voit ici, d'un campement très précaire. On est dans les bois là. Oui, une photo qui a été prise exactement à Lonne-Plage. Lonne-Plage, c'est une petite commune à côté de Dunkerque où survivent actuellement entre 400 et 700 migrants. Alors cette photo, elle peut paraître un peu banale comme ça pour illustrer les conditions de vie de migrants, mais en fait, elle dit beaucoup de choses. Elle pointe beaucoup de problématiques. La première, c'est une misère qui s'accroît. Avant, du temps de la jungle de Calais, dans les années 2015-2016, les campements ne ressemblaient pas à ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un énorme campement regroupé à un seul endroit, assez structuré, avec la présence d'ONG à l'intérieur, un accès à l'eau potable, à des sanitaires. Aujourd'hui, en fait, les camps de migrants ne ressemblent plus du tout à ça. Ils ressemblent à cette image. Ce sont des campements tout petits, disséminés un peu partout sur le littoral nord de la France, entre le Touquet et Calais. Voilà, ils se regroupent surtout dans cette zone-là, Lonne-Plage, juste à côté de Dunkerque. Alors pourquoi ils sont tout petits? Pourquoi maintenant on se cache dans les bois? Tout simplement parce que les choses ont changé. Le gouvernement, les autorités françaises ont interdit les points de fixation, c'est-à-dire qu'on interdit d'établir, de construire des campements sur le territoire français. Donc les migrants qui arrivent n'ont pas le choix. Ils se cachent, ils posent leurs tentes dans des endroits souvent isolés, dans des endroits boisés, à l'abri des regards, et surtout avec un grand problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun accès aux infrastructures sanitaires et aux ONG. Cette photo, elle raconte enfin l'invisibilité du coup de ces migrants, parce que qui dit invisibilité dit aussi plus grande précarité. Lorsqu'on se cache, on est évidemment plus isolé, donc plus vulnérable, plus exposé à la violence des autres migrants, à la violence des passeurs et parfois même à la violence de la population française qui peut être hostile à la présence de ces exilés à côté de chez eux. Quelque chose qu'on ne voit pas sur l'image du jour, puisqu'on va derrière l'image. Vous avez pu remarquer pendant votre reportage des barbelés qui avaient été installés un peu partout près de ces mini-campements du nord de la France. Oui, des barbelés, des blocs de béton, des barrières absolument partout, positionnés à des points un peu stratégiques autour de ces petits campements. Le but, évidemment, c'est d'empêcher les migrants de se rendre dans les villes, de se rendre sur les plages pour traverser la Manche et aussi de se rendre au point de distribution de nourriture des ONG. C'est vraiment très problématique parce que... C'est ce genre de rempart dont vous parlez. Exactement. Et du coup, ils sont obligés de prendre des chemins alternatifs assez dangereux, de longer donc, des voies ferrées au plus près donc des trains qui passent. Et surtout, vous allez voir sur une prochaine photo, ils doivent longer des départementales, notamment la départementale qui relie Calais à Dunkerque. C'est très dangereux, évidemment. Les voitures roulent très vite. Et il y a même eu un accident terrible puisqu'un migrant est mort fauché le 18 avril dernier sur cette même départementale. Donc de l'aveu même des associations, si avant il était compliqué de vivre dans ces campements, il est désormais compliqué même d'y survivre. Tout est absolument un parcours du combattant, se doucher, avoir accès à de la nourriture et même avoir accès à de l'eau potable. Alors pendant votre reportage, vous en avez profité pour parler à ces migrants du plan Rwanda, actuellement mis en place par Londres pour expulser les migrants vers Kigali. Qu'est-ce qu'ils en pensent au juste? Alors sans surprise, évidemment, ils sont très inquiets. Je précise que pendant ce reportage, la majorité des migrants que nous avons rencontrés étaient tous au courant de ce plan. On ne leur a pas appris, ils l'avaient appris via les réseaux sociaux. Ce qui m'a étonnée en revanche, c'est que presque personne ne se sentait concernés par ces expulsions. Nous avons rencontré notamment cet Irakien qui venait d'arriver à Dunkerque 2 jours auparavant. Et en fait, il est arrivé avec ses frères et ses sœurs et ses parents, dont le plus jeune, son frère, avait 7 ans. Et en fait, il m'a dit qu'il était persuadé que comme il était venu en famille, que s'il arrivait à atteindre le Royaume-Uni, il ne serait pas concerné par ces expulsions parce que le Royaume-Uni n'expulserait pas les familles vers Kigali. C'est évidemment faux. Le gouvernement a précisé que toute famille était expulsable vers le Rwanda. Vous avez aussi rencontré James, un Sud-Soudanais qui est à Dunkerque depuis plusieurs mois. Il a accepté de vous parler à visage caché. On va l'écouter tout de suite et puis on en reparle juste après. Tendez l'oreille. I think about Rwanda plan is that it's not a good plan actually for us. So Rwanda is our neighboring country. If Rwanda was safe for us, and then as we talk now, then we would be there. We want to go to school, and the English that we are going to learn is also valuable in our country. So I've never heard French word in my country, and I have never seen anyone speaking French. It can really be hard for us, although some of us even
and then they decided and then to stay in France. Voilà, donc James vient donc de Djouba. Djouba, c'est la capitale sud-soudanaise. Et il dit donc deux choses assez importantes. La première, pourquoi aurait-il traversé la Libye, la mer Méditerranée, la moitié de l'Europe pour aller à Calais et tenter de rejoindre le Royaume-Uni si le Rwanda était si sûr, puisqu'il le dit, le Rwanda est un pays voisin. Je rappelle qu'entre Djouba et Kigali, il n'y a que 800-900 km, alors qu'entre Djouba et les côtes anglaises, il y a 8000 km. Et il explique enfin une deuxième chose qu'on a beaucoup remarqué pendant ce reportage, c'est pourquoi en fait il ne veut pas rester en France, évidemment parce qu'ils y parlent anglais, le Soudan étant une ancienne colonie britannique. Il y a souvent cet argument de la langue qui revient. Je parle anglais couramment, je ne parle pas un mot de français. Il n'y a absolument aucune raison que je reste sur le sol français pour demander l'asile. Alors, on va peut-être revenir à ce plan Rwanda dont on a beaucoup parlé ici. Il a été amendé à de nombreuses reprises. Les médias en parlent depuis plusieurs mois. Concrètement, qu'est-ce qu'il prévoit, ce plan? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un plan qui prévoit donc d'expulser toute personne arrivée illégalement au Royaume-Uni vers Kigali, à 4000 km de là. C'est vraiment renvoyer les gens tout au bout, si on va peut-être le voir sur la carte, tout au bout du continent africain. Sont concernés par ces expulsions tous les migrants qui sont arrivés au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2022. Donc, pour faire simple, c'est au Rwanda que reviendra le rôle de gérer, réceptionner ces migrants, les loger, instruire leur dossier de demande d'asile et donc de fournir une réponse soit positive, soit négative à ces demandes d'asile. Vous en parliez juste avant, les enfants sont donc concernés par ces expulsions vers le Rwanda aujourd'hui. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que les mineurs isolés sont en théorie protégés. Ils ne pourront pas être expulsés vers le Rwanda. Je dis en théorie parce que les ONG britanniques que nous avons consultées s'inquiètent en fait d'un nombre grandissant de jeunes qui se déclarent mineurs, mais en fait qui sont reconnus majeurs par Londres et donc potentiellement expulsables. Sinon, tout le monde, absolument tout le monde, peut être envoyé à Kigali. Toutes les nationalités sont concernées. Quand je parle de tout le monde, je parle des hommes, des femmes et donc des familles avec enfants. Même les Afghans qui ont travaillé pour l'armée britannique dans leur pays avant le retour des talibans, qui sont arrivés récemment sur le sol anglais, peuvent être expulsés. Et point important que j'aimerais souligner, toutes les personnes envoyées au Rwanda, qu'elles obtiennent le statut de réfugié ou non, ne pourront jamais revenir légalement au Royaume-Uni. Voilà, donc à l'heure où on parle, dans les chiffres, Londres espère arrêter 5700 personnes pour l'année 2024 et les expulser vers le Rwanda. On a essayé de joindre le Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique. Bon, sans surprise, il n'accepte pas trop de parler de ce plan. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'à l'heure où on parle, une centaine de personnes a déjà été arrêtées en vue de ces expulsions qui devraient débuter début juillet. Du côté de Londres, on a donc le plan Rwanda. Du côté de la France, il y a de plus en plus de contrôles, également des patrouilles supplémentaires sur les plages. Conséquence, les migrants, ils prennent toujours plus de risques pour traverser la Manche sans se faire arrêter. C'est ça, Oui, depuis des années, Londres et Paris travaillent main dans la main pour militariser la frontière, empêcher toutes ces traversées. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de patrouilles déployées sur les plages. Et je le disais donc en début de chronique, de plus en plus de barbelés, de blocs de béton installés un peu partout, près des ports, près des voies ferrées. Donc, résultat, les migrants doivent contourner tous ces obstacles et prendre de plus en plus de risques pour prendre la mer. Je vous propose d'écouter Fabien Touchard, qui est le coordinateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Il est au plus près de ces exilés puisqu'il travaille à Dunkerque et il nous explique les risques de ces traversées. Les risques, ils sont toujours de plus en plus grands. Nous, on voit que les personnes exilées, pour éviter les forces de police sur place et d'être empêchées sur les plages, vont prendre des risques au niveau de la météo. Donc, ils vont prendre le bateau quand il y a beaucoup de vent, quand les vagues sont très hautes. Ils vont aussi partir de plus en plus loin. On a des traversées qui se passent depuis la baie de Somme. On les voit qui partent aussi depuis les canaux, donc en fait les rivières qui vont se jeter en mer aussi. Et cette prise de risque-là, elle va être directement en réaction à la répression sur les plages. Voilà, donc Fabien Touchard qui nous a expliqué que ces mises à l'eau aussi étaient extrêmement compliquées. Pourquoi ? Parce que quand on met un canot à l'eau, on installe, vous savez, au fond de ce pneumatique des planches un peu rigides pour stabiliser le canot et que pour gagner du temps, pour échapper plus vite à la police, les migrants l'enlèvent, cette planche rigide, ce qui risque évidemment de faire chavirer le naufrage et de provoquer des noyades. Il nous a enfin parlé, vous voyez, de la surcharge de ces canots. Avant, les traversées de la Manche ne ressemblaient pas non plus vraiment à ça. Il y avait 30-40 personnes à bord des canots. Elle est impressionnante cette image. Voilà.
Maintenant, on parle souvent de 80, 100 personnes à bord d'un même canot. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène assez nouveau qu'on pourrait baptiser appeler des montées sauvages, c'est-à-dire ce sont des exilés qui n'ont plus les moyens de payer les passeurs, qui ont dépensé toutes leurs économies dans les tentatives de traversée et qui donc essayent à présent d'embarquer un peu à la va-vite au dernier moment. Ils se ruent sur les canaux qui se mettent à l'eau sur les plages du littoral nord et essayent désespérément de monter dessus au dernier moment. Merci beaucoup Charles Boittiau. Vos reportages sont à retrouver évidemment sur le site infomigrants.fr et sur les réseaux sociaux, notamment sur votre compte TikTok infomigrants_fr. On vous retrouvera mardi prochain.